Si comme moi vous êtes en manque de Formule 1, ce qu'il s'est passé à Bahreïn la semaine dernière a certainement dû vous réjouir. Oui les amis, nous avons vu pour la première fois de la saison les Formule 1 version 2025 en piste. Alors ce ne sont pas exactement les voitures qui débarqueront à Melbourne la semaine prochaine, et encore heureux. La Ferrari ne portera pas ces drôles de capteurs. Et cette McLaren a priori n'aura pas la couleur de votre stabilo jaune fluo que vous utilisiez en 6ème. Cet événement était avant tout un test grandeur nature, pour vérifier que la monoplace est conforme aux simulations réalisées en usine. Comme chaque année, ces essais hivernaux ont offert leur lot de surprises, de déceptions, ou d'images surprenantes en tout genre. Par exemple une coupure d'électricité le premier jour, ou encore un drapeau rouge à cause d'un bus sur la piste. Un peu de folklore, sympa à voir de temps en temps en Formule 1. Plusieurs de mes collègues sur YouTube, comme Lucas Widro, ont déjà réalisé d'excellents débriefs des essais hivernaux. Du coup, si vous me le permettez, plutôt qu'analyser chaque écurie en détail, je vais me concentrer sur mes points d'intérêt de ces essais hivernaux, ceux qui m'intriguent le plus. J'en ai identifié précisément 7, qu'on va analyser pêle-mêle aujourd'hui. Au passage, vous allez apercevoir quelques ajustements à la direction artistique de la chaîne. C'était beaucoup de travail pour moi et pour l'équipe qui m'a accompagné sur le projet, alors n'hésitez pas à me dire si tout ça vous plaît. Avant toute chose, disclaimer. Les données obtenues en essais hivernaux ne sont pas forcément représentatives de la réalité. Tout le monde a des objectifs différents lors de cet événement, et c'est difficile d'établir une hiérarchie claire et nette aujourd'hui. D'autant plus que l'on va se rendre sur une piste bien différente, à Melbourne, un circuit hybride semi-urbain. Donc le niveau de performance peut évoluer. La première chose dont il faut qu'on parle les amis, c'est Williams. Je vous avoue que je ne pensais pas commencer cette analyse avec cette équipe, mais c'est tout simplement celle qui m'intrigue le plus à ce stade. Sur le papier, ils ont un duo de pilotes trop fort pour leur niveau. Ils viennent de terminer 9ème au constructeur. Leur meilleur résultat sur les 3 dernières saisons, c'est une 7ème place. Et leur team principal, Jens Vols, a dit, mot pour mot, qu'ils vont sacrifier 2025 pour viser beaucoup plus haut en 2026. Mais Williams a surpris cette semaine, positivement. Carlos Sainz a été le plus rapide des 3 jours. Ça honnêtement, ça ne veut pas dire grand chose, si ce n'est qu'il a poussé sa monoplace pour voir ce qu'elle a sous le capot. Et de l'avis de l'ensemble des observateurs, c'est une voiture qui a le potentiel de jouer dans le haut du milieu de tableau dès le départ. Le Media The Race par exemple, note que la voiture est devenue de plus en plus cohérente au fur et à mesure des tests, au point d'être considérée comme la plus impressionnante du milieu de grille. La voiture est bien équilibrée, avec une très bonne performance moyenne dans les virages. Williams est l'une des équipes qui sort de ces tests avec le plus de satisfaction d'un point de vue développement. Et surtout, ils peuvent compter sur plusieurs facteurs intéressants dans leur redressement. C'est la 2e saison complète où James Vols supervise le développement et n'hérite pas d'un projet comme en 2023. Ils ont le duo de pilotes le plus compétitif qu'il n'ait eu depuis Bottas-Massa, je pense, et ils commencent enfin à voir les résultats de leurs investissements, recrutement, infrastructure, etc. Ils vont pouvoir compter sur l'expérience de Carlos Sainz pour développer cette voiture, lui qui a fréquenté 50% des équipes de la grille. En parallèle, Alex Albon est bien en place lui aussi, puisqu'il a très largement contribué aux points récoltés par Williams ces dernières années. On va enfin voir ce qu'il vaut face à un pilote d'un autre calibre que Logan Sargent ou Nicolas Latifi, j'ai hâte. Le team principal de McLaren, Andrea Stella, pense d'ailleurs qu'ils vont jouer le top 5 sur certains grands prix cette saison. Des compliments tout de même tempérés par Sainz, qui estime qu'ils sont toujours très loin du haut de tableau, et qui espère davantage un rebond en 2026. Tout de même, Williams va peut-être revoir la lumière au bout du tunnel cette année, et c'est un message très positif envoyé à tous les employés de l'écurie. Malgré tout, restons prudents. Williams a déjà avoué avoir roulé avec des modes moteurs sans doute plus agressifs que leurs concurrents, peut-être avec moins d'essence aussi. Et rappelons-nous que les essais hivernaux ne reflètent pas toujours la réalité. Mais quand bien même le résultat ne serait qu'un trompe-l'œil, on ne peut que constater qu'il y a des motifs d'espoir pour cette saison. Deuxième point d'intérêt de cette vidéo, McLaren a l'air au-dessus. C'est clair et net, c'est l'équipe qui a le plus impressionné lors de ces tests. Et il semblerait que ce soit la référence à battre en ce début de saison. Ils ont affiché le meilleur potentiel en qualification, le meilleur potentiel en rythme de course, et leur aileron arrière a beaucoup fait parler. Rappelez-vous de ce qu'il s'est passé en 2024, avec l'histoire du mini DRS. En bref, McLaren avait conçu un aileron arrière qui s'ouvrait légèrement à haute vitesse, et ça créait une sorte de mini DRS passif qui leur donnait un avantage en ligne droite. Rien d'illégal à proprement parler, mais suffisamment borderline pour que la FIA resserre les règlements pour 2025. Désormais, l'article 30.10.10 du règlement technique de la FIA stipule que le DRS ne peut avoir que 2 positions, ouvert ou fermé, sans position intermédiaire. Pourtant, Pierre Wachier, le directeur technique de Red Bull, pense que McLaren et Ferrari continuent de jouer avec les limites du règlement. L'aileron arrière de McLaren semblait très instable, trop instable selon certains, ce qui pourrait être un avantage sur le tracé de Bahreïn. Quoi qu'il en soit, l'écurie Papaya est en position de force en ce début de saison, et nul doute qu'Oscar Piastri a devant lui la plus grande opportunité de sa carrière. Il peut s'imposer sur ses terres, lui qui est né à Melbourne, mais il devra évidemment prendre le dessus sur Lando Norris, et ça ce n'est pas une mince affaire. Ça peut nous donner un duel McLaren très sympa sur le papier, mais attendons de voir ce que nous réserve l'Australie.
car c'est mon troisième point d'intérêt de ces essais hivernaux. Le championnat a l'air ultra serré, peut-être encore plus qu'espéré. Je ne suis pas 100% d'accord sur le fait que McLaren soit ultra favori pour la première manche, parce que j'estime que ses concurrents du haut de tableau n'ont pas encore tout dévoilé. Red Bull par exemple a rencontré des difficultés pendant ses tests, on va en parler un peu plus tard. Mais on n'a pas vraiment vu le rythme de Verstappen sur de longs relais. Les médias ont établi des points de comparaison par rapport à Liam Lawson surtout. Mais quand on sait comme Verstappen explose littéralement ses coéquipiers depuis 5 ou 6 ans, eh bien c'est très difficile d'anticiper le rythme réel de la Red Bull. Même chose pour Ferrari, il n'y a pas eu d'accro pendant les tests, si ce n'est une dernière journée légèrement raccourcie pour Hamilton, mais a priori rien de grave. Et que dire de Mercedes, qui a connu les tests d'avant-saison les plus positifs depuis l'introduction des nouveaux règlements, en 2022. Ces essais hivernaux ont donc confirmé une chose. Bien malin celui ou celle qui peut dire avec exactitude qui sera champion à l'issue de la saison. Et ça nous montre que le plus important cette année, encore plus que d'habitude, ce ne sera pas la performance initiale, mais la gestion du développement au cours de la saison. Avec 2026 en ligne de mire, trouver le bon équilibre entre ces deux développements sera crucial. En attendant, difficile de dire qui s'imposera la semaine prochaine à l'Albert Park. Car même si McLaren est favori, ce n'est pas dit que Ferrari, Mercedes ou Red Bull aient un tour dans leur sac. En revanche, je peux vous dire qu'il ne va pas gagner la semaine prochaine, Aston Martin. C'est mon quatrième point d'intérêt, car l'écurie britannique est sans doute celle qui ressort la plus frustrée de ces essais hivernaux. Déjà, toute leur équipe est tombée malade. Lance Stroll a même dû laisser sa place à Fernando Alonso un matin, tellement il était dans le mal. Et ce même Alonso n'était pas au top de sa forme lui non plus. Ensuite, leur performance est très inquiétante. Ils ont terminé 5e au championnat l'an dernier, certes, mais ça ne reflète absolument pas leur état de forme de deuxième partie de saison. Rappelons une nouvelle fois que Lance Stroll n'a pas marqué de points depuis le 21 juillet 2024, et qu'ils doivent leur salut à un Fernando Alonso très solide. Et visiblement, les problèmes n'ont pas disparu pendant l'intersaison. Selon Fernando Alonso, Aston Martin se retrouve au même niveau qu'à Abu Dhabi en fin de saison dernière, c'est-à-dire avec la 8e ou la 9e voiture la plus rapide de la grille. Ça c'est très étonnant quand on pense aux investissements massifs de Lawrence Stroll, alors qu'en plus flambant neuf, au recrutement d'Adrian Newey, etc. Mais avec ou sans Adrian Newey, qui est d'ailleurs entré en fonction cette semaine, cette voiture ne semble pas promise à grand chose cette année. En voilà une écurie décevante dans ce début de saison. Ça me rappelle un peu la trajectoire d'Alpine l'an dernier. Et justement, parlons d'Alpine les amis. C'est mon 5e point d'intérêt. L'écurie franco-britannique a connu des essais positifs. Pas au point de venir se battre avec les top teams, comme le souhaitait Laurent Rossi à l'ancienne. Mais leur package global a l'air d'avoir offert beaucoup de satisfaction aux deux pilotes. Dans un contexte si compliqué, et après une année 2024 plus que pénible, c'est aussi bon de souligner les moments positifs. Bien sûr, il ne s'agit que des tests. Mais quand on regarde où ils en étaient l'an dernier à ce stade, c'est le jour et la nuit. Déjà, ils ont amélioré leur temps de qualification par rapport à l'an dernier de 2 secondes, c'est fou. Et on se demandait s'ils pouvaient commettre un nouveau faux pas cette année. La réponse est non. La voiture a l'air solide, ça jouera dans le milieu de tableau a priori. Et elle a l'air d'être une évolution cohérente par rapport à ce qu'ils affichaient en fin de saison. Hâte de voir Pierre Gasly en action. Et surtout, de voir Jack Doohan au volant de la voiture, à Melbourne, pour son Grand Prix national. En espérant qu'il ait bel et bien la voiture pour prouver qu'il mérite sa place dans l'écurie. 6e point d'intérêt, Red Bull. Je dois vous dire que dans le haut de tableau, c'est l'écurie qui m'a offert le moins de réponses à mes interrogations. Déjà, ils sont ceux qui ont le moins roulé pendant ces tests. Seulement 304 tours, contre 458 pour Mercedes par exemple. Alors le kilométrage n'est pas nécessairement un indicatif de performance. Mais ça reflète malgré tout un programme en partie compromis. Dans ce contexte, j'ai vraiment envie de m'arrêter sur les déclarations de Pierre Washi, qui ne sont pas très rassurantes. Je le cite, les tests n'ont pas été aussi fluides que prévu. Jusqu'aux dernières heures des essais, Red Bull faisait toujours face à une certaine incompréhension par rapport au comportement de la voiture. L'an dernier, ils avaient pas mal de soucis de sous-virage en deuxième partie de saison, et ça n'a pas l'air d'être résolu à 100%. En fait, je trouve qu'il y a un certain contraste entre les déclarations de Pierre Waché et celles d'Helmut Marko, voire celles de Verstappen. Connaissant un peu les personnages, Waché n'a pas pour habitude d'être très optimiste. Mais Helmut Marko lui estime que la voiture a bien progressé par rapport à l'an dernier, et qu'ils sont largement dans le coup pour jouer le titre. Même chose pour Verstappen, qui semblait plutôt satisfait, lui qui n'hésite pourtant pas à critiquer son équipe si le travail est mal fait. Ce que je constate, c'est que Red Bull est dans une position bien moins confortable que l'an dernier au même stade de la saison. Rappelons que si Verstappen a remporté le championnat, c'est aussi grâce à un premier tiers de saison quasiment parfait. De toute évidence, il n'aura pas la même avance cette année. En parallèle, puisqu'on parle du tableau, j'aimerais juste avoir un mot rapide sur Ferrari. Parce qu'on ne pouvait pas terminer cette vidéo sans parler de la Scuderia, l'écurie que tout le monde allait scruter pendant ses essais. Et malheureusement pour les tifosi, c'est difficile d'avoir une lecture de leur performance en piste. Ce qui est certain, c'est qu'ils joueront dans le haut de tableau. La SF25 a l'air d'être une bonne voiture, solide, mais pas forcément au niveau de McLaren jusqu'à maintenant. On a également pu entendre les premiers mots de Lewis Hamilton après ses tests, qui juge son adaptation plutôt lente.
et donc difficile d'en tirer des enseignements. Il me semble quand même qu'ils ont une vraie carte à jouer à Melbourne, une piste où ils ont gagné l'an dernier, je le rappelle. Et alors qu'un sextuple champion du monde de MotoGP vient de remporter son premier Grand Prix sous sa nouvelle couleur rouge, nul doute que Lewis Hamilton aspire à la même chose. 7e et dernier point d'intérêt, les écuries de bas de tableau. Sauber, Vicarb et Haas ont connu des essais hivernaux contrastés. Sauber est clairement en retrait en ce début d'année. C'est d'ailleurs la seule équipe qui a l'air d'avoir régressé par rapport à 2024. On savait qu'Audi s'en fiche un petit peu de cette saison dans tous les cas, mais je m'attendais quand même à mieux de leur part pendant ces tests. Ils ont bien mieux fini l'année 2024, en marquant des points notamment. Mais visiblement, le début d'année 2025 ne devrait pas être de cet acabit. Vicarb n'a pas non plus laissé une impression très positive à l'issue de ses essais. Yuki Tsunoda a confirmé qu'il attendait plus de cette voiture. Mais à vrai dire, c'est difficile de les classer, tant le milieu de tableau est serré. Quant à Haas, eh bien tout s'est déroulé comme Ayao Komatsu le voulait, à une exception près. Ils ont perdu un bout de leur monoplace au même endroit et à 2 reprises. Bizarre. Peut-être que la voiture est tellement forte qu'elle ne peut pas contenir toute cette puissance. Ce que je constate surtout, c'est que ces équipes entre guillemets de bas de tableau ne sont pas vraiment dans le bas de tableau, Sauber mis à part bien entendu. Il y a surtout l'air d'avoir un gros milieu de tableau, un midfield où il est difficile de dire avec exactitude qui va finir à quel endroit. En qualification, c'est très compliqué de dire qui va passer en Q3 à Melbourne. Williams, peut-être. Mais ça ne serait pas étonnant si Tsunoda ou Berman y arrivent par exemple. Tout ça pour dire que ce championnat 2025 s'annonce bel et bien serré, comme annoncé. Désormais, les tests sont terminés. Place à la vraie compétition. Et du coup les amis, je vous attends en commentaire. Qu'avez-vous pensé de ces tests? Qui selon vous sera vainqueur à Melbourne? Moi je verrai tout ça très attentivement. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas bien sûr, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous et bien sûr à vous abonner. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.